Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de la lecture des Déracinés de Maurice Barrès, un roman, le plus grand succès de cet auteur et de cet homme politique français qui fut une figure de proue du nationalisme français. Donc c'est un roman qui est paru en 1897 et qui fait partie de la trilogie de cet auteur, qui est cette trilogie qui s'appelait le roman de l'énergie nationale, voilà. Maurice Barrès y décrit ici une jeunesse, la jeunesse française provinciale. On découvre, et on vient de le voir dans le début de notre lecture, on fait la connaissance de 7 lycéens qui font partie d'un lycée à Nancy, qui partent à Paris suivre leur professeur de philosophie. Et cette vie parisienne va vraiment les éprouver, les dégrader. Et la question du livre, qui est une question qui reste assez à la mode, c'est celle du conflit entre les racines et la nation, révélée par l'éducation et la transmission. Donc c'est un roman très intéressant qui est très riche en description même de l'économie de la France à ce moment-là. Et là, on est vraiment tout au début, à la page 19. On a commencé le premier chapitre. Et comme je vous le disais, nous faisons la connaissance de nos héros, de nos personnages principaux, ces jeunes lycéens et leur professeur de philosophie qui les fascine et qui va les modeler un petit peu et les inspirer à prendre des risques et à vivre selon sa philosophie, une philosophie kantienne. Voilà. Alors, reprenons notre lecture. Comme je vous disais, c'était la page 19. Et voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire en utilisant le hashtag VBN. En attendant, je vous souhaite une très belle lecture. C'est parti, on y va? Okay. Ainsi, Monsieur Bouteiller, dès le début, se confondait pour ses élèves. Non, ça, pas en effet, j'avais déjà lu. Voilà, deuxième paragraphe, pardon. Dès ses premiers entretiens, quand il parlait de Victor Hugo et parfois même de Gambetta, quand par l'affront à Madame de Saint-Flin, il se posait en démocrate orgueilleux de sa qualité de peuple, il incarnait pour eux l'esprit national moderne. Mais aujourd'hui, que se promenant de long en large, il dicte son cours et surtout, s'il ordonne qu'ils posent leurs plumes pour mieux suivre tel rapprochement à travers les siècles, c'est vraiment l'univers qui parle par sa bouche. L'humanité compte ses rêves. Le monde révèle ses lois. Depuis 1870, une caractéristique des jeunes gens, c'est qu'ils font de médiocres rhétoriques et d'excellentes philosophies. Pendant quelques années, l'humanité dans un pays... Pardon, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. C'est pour ça que j'étais là, je ne veux plus rien dire. Pardon. Donc, pendant quelques années, l'humanité dans un pays montre avec surabondance une aptitude qui disparaîtra presque de la période suivante. Nés pour s'émouvoir des problèmes philosophiques, ces pauvres êtres entravés sur les bancs de la classe, tandis que la beauté se révélait à eux. Puis, en études, sous les lampes qui leur réchauffaient le crâne, relisant leurs notes. Puis au dortoir, maintenus en veille par une fièvre d'imagination, parmi les souffles réguliers des rhétoriciens et des scientifiques. Connurent ces incomparables exaltations qui deviennent, passé 30 ans, le privilège de quelque nature royale. À la fin de novembre, quand il commença de leur expliquer leurs vieux penseurs de Lyonie, les vieux penseurs de Lyonie, et qu'il voulut retrouver chez eux les conceptions les plus modernes de la science, quand sa voix grave montra comment la doctrine orientale des épurations et des métempsychoses enseignées dans les temples et dans les grandes écoles de la Grèce et confirmées par les théories modernes qui rattachent la destinée humaine aux métamorphoses de la nature et aux lois de la vie universelle, ces graves problèmes, ce recul au fond des siècles, cette certitude créée
par la concordance des religions du passé avec les académies de Paris et de Berlin, enivrèrent ses enfants d'une poésie qui ressemblait à de l'épouvante. Plus de salles d'études pour écoliers, plus de préaux pour camarades, mais d'immenses horizons imprévus et mouvants. Des phrases se détachaient du cours avec la force d'un thème musical qui leur faisait sensible la loi des choses. Et cette loi variait chaque semaine selon le philosophe de la leçon. Ils devenaient éperdus devant la multiplicité, la splendeur et la contradiction des systèmes. Monsieur Bouteiller se hâta de les fixer. Kantien déterminé, il leur donna la vérité d'après son maître. Le monde n'est qu'une cire à laquelle notre esprit, comme un cachet, impose son empreinte. Notre esprit perçoit le monde sous les catégories d'espace, de temps, de causalité. Notre esprit dit « il y a de l'espace, du temps, des causes ». C'est le cachet qui se décrit lui-même. Nous ne pouvons pas vérifier si ces catégories correspondent à rien de réel. En décembre, après une affreuse semaine de brouillard, et comme les leçons de cette métaphysique désolée avaient encore été aggravées par les lumières de rouille qui pesaient sur la classe, Maurice Romer Spacher, très bonne prononciation de ma part, Maurice Romer Spacher, on va le prononcer à la française, parce que ça a l'air d'être un nom un petit peu allemand. Maurice Romer Spacher écrivit aux siens une lettre vraiment douloureuse sur les limites de la connaissance. Elle révélait un tel désarroi qu'un jour, à l'affût au sanglier, son père, la lisant à son compagnon de chasse qui haussait les épaules, déclara « Si je l'ai fait comme cela, il faut bien que je l'accepte. Mais je crois bien que lui et moi, nous sommes refaits. » Leur état n'avait rien de commun avec les angoisses d'un Jouffret ou les balancements d'un Renan. La grande affaire pour les générations précédentes fut le passage de l'absolu au relatif. Il s'agit aujourd'hui de passer des certitudes à la négation sans y perdre toute valeur morale. Soudain, un homme d'une grande éloquence communiquait à ces jeunes garçons le plus aigu sentiment du néant, d'où l'on ne peut se dégager au cours de la vie qu'en s'interdisant d'y songer, et par la multitude des petits soucis d'une action. Dans l'âge où il serait bon d'adopter les raisons d'agir les plus simples et les plus nettes, il leur proposait toutes les antinomies, toutes les insurmontables difficultés reconnues par une longue suite d'esprits infiniment subtils qui, voulant atteindre une certitude, ne découvrirent partout que le cercle de leur épaisse ténèbre. Ces lointains parfums orientaux de la mort, filtrés par le réseau des penseurs allemands, ne vont-ils pas troubler ces novices? La dose trop forte pourrait jeter chacun d'eux dans une affirmation désespérée du soi-même. Il se composerait une sorte de nihilisme cruel. Monsieur Bouteiller, après une étape dans le scepticisme absolu, et sitôt les vacances du Nouvel An passé, croyait bien, avec Kant, et par l'appel au cœur reconstitué à ses élèves la catégorie de la moralité et un ensemble de certitudes. Ils ne les suivirent pas. C'est que la force vive de la puberté s'amassait dans leur sang. Les plus banales mélancolies ont une puissance infinie dans les jeunes poitrines qu'elles emplissent. En vain, le 8 janvier 1880, il se surpassa en dignité. Et comme on dit des prédicateurs, en pectus, pour leur commenter la page sublime. Deux choses comblent l'âme d'une admiration et d'un respect toujours renaissant, et qui s'accroissent à mesure que la pensée y revient plus souvent, et qui s'appliquent davantage. Le ciel étoilé au-dessus de nous, la loi morale au-dedans. Ce n'est pas la loi morale qu'éveille le ciel étoilé dans la conscience de Françoise Turel. Au dortoir, couché auprès d'une fenêtre,
jusqu'à ce que le sommeil apaisât le tumulte de ses sensations. Il s'attachait de toute son âme à la plus brillante des clartés célestes. Et sachant par la biographie de Napoléon que les ambitieux ont leurs étoiles, et aussi les amoureux, et aussi les grands poètes, il pleurait par crainte de vivre sans génie et cherchait à surprendre aux constellations les secrets de gloire et d'amour. C'est qu'il adressait aux profondeurs du ciel. Ce qu'il adressait aux profondeurs du ciel, c'était le cri des jeunes âmes exaltées. Trouverai-je mon objet dans la vie ? Mais il le formulait ainsi. Égalerai-je jamais en génie Monsieur Bouteiller ? Au matin, avec ses beaux yeux largement cernés par l'ardeur de ses rêves, il était plaisanté par ses pauvres camarades qui, tous, du lycée, avaient reçu le ton obscène de la caserne, et lui-même l'adoptait, déjà gâté de grossièreté. Ce milieu, s'il salit tout l'extérieur des adolescents, du moins fortifie la puissance du rêve en le refoulant. Celui qui grandit hors de la société des femmes, appliqué à ne pas différer de compagnons vulgaires et railleurs, n'épanouira jamais sur son visage et dans tous les mouvements de son corps la grâce sublime d'une âme confiante. Mais ces jouissances intimes, qu'il ne pourra partager avec personne, y gagneront en âpreté. De l'ambition mêlée à la mélancolie romanesque, voilà ce que l'on retrouve au cours de ce siècle. Chez les milliers de jeunes gens, les Julien Sorel, les Rubempré, les Amaury, pour qui les conquêtes de la bourgeoisie ont rompu les frontières sociales et ouvert tous les possibles. Monsieur Bouteiller, qui croit soumettre ses élèves à la notion du devoir, ne fait que les jeter plus ardents dans la voie commune aux jeunes Français modernes. Et leur lecture aussi les exalte sans plus leur fournir de sentiments sociaux. Dans chaque quartier de lycée se trouve une petite bibliothèque, composée d'après l'âge des élèves. L'apprenti philosophe y connaît à travers de faibles contradicteurs les grands esprits libres. Malmenés, parfois injuriés par les éditeurs universitaires, ils se présentent à l'enfant comme des révoltés, des proscrits. Par là, son imagination, qu'ils auraient bien su ébranler, est plus fortement séduite. Il les lit sous la flamme du gaz, dans un lieu infecté par tant d'adolescents pressés, dans une atmosphère de contrainte, de malaise, d'irritation et de grossièreté. Son sang en est brûlé, sous leur poids, son âme prend une pente selon laquelle dorénavant coulera tout ce qu'elle recevra de la vie. Le grand air, les horizons libres, la douceur d'une jeunesse passée dans une harmonie d'intérêt naturel et d'affection. Donnerait à de tels livres un sens qu'ils n'ont pas dans les cellules d'un lycée. Et Rousseau, qui fait aimer et donne le sens de la fraternité. Si tu le lis dans un verger, les tourmentés de sensualité et de sauvagerie mélancolique. Tumultueux petit livre lu secrètement, aux lueurs tard prolongées d'un jour de juin, splendide mais trop lourd pour le prisonnier. Du professeur ou du livre, nous recueillons seulement ce que notre instinct reconnaît comme sien. Et nous interprétons avec une étrange indépendance. Alors que le maître réfute, souvent ses indignations tombent lourdement au pied de sa chair. Et la doctrine qu'il pense avoir détruite, il l'a propulsée dans des êtres avides, qui dès lors en seront animés. Les mouvements si violents de ces jeunes âmes ne se traduisent pas encore en action. Monsieur Bouteiller, qui leur parle avec une insistance éloquente,
de cette idée supérieure du devoir qui gît dans chaque conscience et qui prouve l'existence de Dieu, jamais ne se penche pour écouter leurs murmures intérieurs. Nul doute qu'il eût été stupéfié, stupéfait, pas stupéfié. Nul doute qu'il eût été stupéfait de constater les prolongements de sa parole dans ses jeunes cerveaux. Mais voilà un des aspects les plus intéressants de l'œuvre de M. Bouteiller au lycée de Nancy. Il fait avec ampleur son geste de semeur et ignore absolument ce que devient la graine. Pour qu'il prévît sa moisson, il eût fallu qu'il connût son terrain. C'est une étude qu'il dédaigne. Ce kantien ne rend pas compte que d'être parvenu à son degré élevé de culture, d'avoir échappé à la patrie restreinte et à ses intérêts étroits pour appartenir à la France, à l'humanité tout entière et à la raison. C'est une puissance qui, chez un éducateur, implique un devoir. Le devoir est la puissance de comprendre toutes les conditions de l'existence, qui sont diverses, suivant les milieux. Chaque individu est constitué par des réalités qu'il n'y a pas à contredire. Le maître qui les envisage doit proportionner et distribuer la vérité de façon que chacun emporte sa propre vérité. Et même avant d'examiner les biographies de ses élèves, M. Bouteiller ne devrait-il pas prendre souci du caractère général lorrain ? Il risque de leur présenter une nourriture peu assimilable. Ne distingue-t-il pas des besoins à prévenir, des mœurs à tolérer, des qualités ou des défauts à utiliser ? Il n'y a pas d'idée innée. Toutefois, des particularités insaisissables de leur structure, il n'y a pas d'idée innée. Toutefois, des particularités insaisissables de leur structure décident ces jeunes Lorrains à élaborer des jugements et des raisonnements d'une qualité particulière. En ménageant ces tendances naturelles, comme on ajouterait à la spontanéité et à la variété de l'énergie nationale. C'est ce que nie M. Bouteiller. Quoi ? À la façon d'un masseur qui traite les muscles de son client d'après le tempérament qu'il lui voit, le professeur devrait approprier son enseignement à ces natures de Lorrain et aux diversités qu'elles présentent. C'est un système que M. Bouteiller n'examine même pas. Déraciner ses enfants, les détacher du sol et du groupe social où tout les relie, pour les placer hors de leurs préjugés dans la raison abstraite. Comment cela le générerait-il, lui qui n'a pas de sol, ni de société, ni, pense-t-il, de préjugés. Fils d'un ouvrier de Lille, remarqué à 8 ans pour son intelligence précoce et studieuse, il avait obtenu une bourse jusqu'à l'école normale, d'où il sortit le premier. Enlevé si jeune à son milieu naturel et passant ses vacances même au lycée, orphelin et réduit pour toute satisfaction sentimentale à l'estime de ses maîtres, il est un produit pédagogique, un fils de la raison, étranger à nos habitudes traditionnelles, locales ou de la famille, tout abstrait et vraiment suspendu dans le vide. Ses mœurs, ses attaches, et il les a discutées, préférées et décidées. Et comme il a administré sa vie, il ne lui répugne pas d'admettre que toutes les vies doivent relever d'une sage administration, qui leur impose un emploi, un but. Pourquoi les principes qui lui ont servi à se déterminer ne conviendraient-ils pas à organiser les autres ? Monsieur Bouteiller sait qu'un individu n'a pas de droit contre la société. Et il connaît ce qui convient le mieux à la société. En conséquence, il lui appartient de la servir en l'administrant, comme à ce troupeau d'enfants de la servir en se pliant à une sage administration. Il ressemble en plusieurs points essentiels, bien qu'il s'en distingue par ailleurs fortement, à M. Burdeau. M. Burdeau a écrit « Nous n'avons le droit de distraire du service
Nous n'avons le droit de distraire du service de l'État aucune fraction de notre fortune, aucun effort de notre bras, aucune pensée de notre intelligence, aucune goutte de notre sang, aucun battement de notre cœur. Désireux d'utiliser son passage à Nancy pour connaître les circonscriptions de Meurthe-et-Moselle, leur esprit et leurs ressources, le jeune professeur a rassemblé sur cette population un ensemble de renseignements plus nombreux qui n'en prend sur la race chevaline d'un officier chargé de la remonte. Mais l'éducateur ne respectera pas des particularités que l'homme politique prétend effacer. Au résumé, il serait absurde de supposer qu'un bouteiller, qui a pris sur Kant son point d'appui et qui désormais ne le vérifie pas plus que ne fait un croyant pour la vérité révélée, qui est le délégué parfait d'une espèce psychologique et d'un parti social, peut s'attacher à peser les conséquences de son enseignement et se faire scrupule d'égarer les caractères d'une douzaine de jeunes gens. Il tient son rôle strictement comme une consigne reçue de l'État. C'est le sergent instructeur qui communique à des recrues, la théorie réglée en haut lieu. Exactement, il distribue de vieux cahiers, rédigés depuis 18 ans, et qu'il a dictés à Nice, à Brest, comme aujourd'hui, à Nancy. Et voilà, c'est l'heure de notre petite pause dans notre lecture des Déracinés de Maurice Barrès, un livre paru en 1897. Je vous propose de se retrouver un petit peu plus tard pour la suite de notre lecture. En attendant, je vous souhaite une très très belle nuit. Salut à tous.